police néerlandaise qui a arrêté un homme d'origine turque en fin d'après-midi. Au moins 3 personnes ont été tuées et 5 autres blessées. La sécurité dans les aéroports et les bâtiments clés du pays a été renforcée. Les autorités ont annoncé que le niveau d'alerte de menaces terroristes était passé à 5 dans la région d'Utrecht, soit le niveau le plus élevé. Les développements avec Salima Benel. La place du 24 octobre est restée bouclée toute la journée, quadrillée par les hommes de l'unité antiterroriste. C'est à bord de ce tramway qu'un homme armé a ouvert le feu ce matin, semant la panique parmi les passagers. L'assaillant aurait tiré plusieurs coups. Selon un dernier bilan confirmé par la police, au moins 3 personnes ont été tuées et 5 blessées, dont 2 grièvement. La violence a durement frappé des innocents. Un acte de terreur est une attaque contre notre civilisation. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles, dont la vie a été bouleversée. Nous faisons maintenant tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver l'auteur ou les auteurs dès que possible. C'est notre objectif principal. La chasse à l'homme est lancée. Sur les réseaux sociaux, la police néerlandaise a partagé la photo provenant de l'une des caméras de vidéosurveillance du tramway. Le suspect d'origine turque s'appellerait Gökmen Tanis. Il serait âgé de 37 ans. Dans ce tweet, les forces de l'ordre appellent toute personne qui aurait des informations à les contacter. Les premières pistes mènent les enquêteurs dans ce quartier où se cacherait le suspect. Tout autour, comme partout à Utrecht, les mesures de sécurité ont été renforcées et les écoles de la ville ont reçu pour consigne de garder les élèves à l'intérieur. Par mesure de précaution, les mosquées ont été fermées. La communauté marocaine et musulmane est sous le choc. Nous condamnons le terrorisme. Nous condamnons ces actes. Nos enfants sont restés à l'école. Le personnel de l'école nous a contactés pour venir les récupérer à la sortie de l'établissement. Les autorités nous ont demandé de fermer les mosquées pour qu'elles ne soient pas prises pour cible. C'est une très bonne chose pour la sécurité de tous. À cette occasion, nous avons également sollicité la présence permanente des forces de l'ordre autour des mosquées pour que la sécurité y soit assurée, comme c'est le cas d'ailleurs pour les autres lieux de culte en cas d'alerte. L'auteur présumé de l'attaque a été appréhendé il y a quelques minutes. Les circonstances de son arrestation n'ont pas été révélées par la police pour le moment. Le mobile de l'attaque, lui aussi, n'est pas encore connu. Et pour suivre de près la situation avec les autorités néerlandaises et les 4 consulats du Royaume aux Pays-Bas, l'ambassade du Maroc à La Haye a créé une cellule de crise afin de vérifier s'il y a des Marocains parmi les victimes de l'attaque terroriste survenue dans le tramway à Utrecht. De sources diplomatiques marocaines, on précise que la cellule de crise est mise en place pour répondre aux interrogations des Marocains résidant aux Pays-Bas. Elle est joignable au numéro qui s'affiche sur votre écran, le 00 31 61 01 49 146. En Nouvelle-Zélande, l'heure est toujours au recueillement et au questionnement au moment où certaines dépouilles commencent à être restituées aux familles. Une liste encore incomplète des victimes a révélé que les fidèles tués étaient âgés de 3 à 77 ans et qu'au moins 4 étaient des femmes. 3 jours après les attentats contre 2 mosquées, la première ministre néo-zélandaise a déclaré que son gouvernement avait pris des décisions de principe en vue d'une réforme de la législation sur le contrôle des armes à feu. Direction le Mali où le dernier bilan fourni par l'état-major fait état de 23 morts et 17 blessés après l'attaque qui a visé hier une base militaire à Dioura dans le centre du pays. Le campement a été pris d'assaut à l'aube par des dizaines d'hommes armés venus en voiture et à moto. Selon Bamako, l'opération a été menée par un groupe terroriste dirigé par un déserteur passé dans les rangs djihadistes en 2012. En Algérie, les consultations pour la nomination d'un gouvernement d'ouverture se poursuivent mais semblent connaître quelques difficultés. Plusieurs syndicats ont indiqué avoir décliné les invitations du Premier ministre Nordine Bedoui. Sur le terrain, les manifestants se préparent à retourner dans la rue. Un nouveau rassemblement d'étudiants est prévu demain, le 19 mars, une date symbolique dans l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Salima Benel. Un changement profond du système, c'est ce qu'a évoqué Abdelaziz Bouteflika dans une dernière lettre à l'occasion du 57e anniversaire de la fête de la victoire. Le président de la République algérienne promet dans ce message la tenue d'une conférence nationale avec la participation des différentes composantes de la société. Un message immédiatement rejoint par Gaïd Salah, le chef de l'état-major de l'armée.
Un sens aiguisé des responsabilités est requis pour apporter des solutions au moment propice, des solutions qui doivent être trouvées dans les plus brefs délais. Des solutions dans les plus brefs délais, c'est ce qu'avaient annoncé jeudi dernier Remten Lamamra et Nordin Bedoui. Lors de cette conférence de presse, le premier et vice-premier ministre promettaient de former un gouvernement jeune, composé de technocrates, mais seulement voilà, aucun parti de l'opposition n'est favorable au dialogue. La secrétaire générale du Parti des travailleurs a immédiatement évoqué les faiblesses de la conférence nationale à laquelle appelle Bouteflika, la qualifiant de ni souveraine ni constituante. Les politiques à l'image de Belkacem Sahli, secrétaire générale du Parti de la coalition nationale républicaine, appelle à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. J'appelle à la création d'un gouvernement politique d'union nationale, un gouvernement dirigé par une personnalité indépendante et qui a le consentement du plus grand nombre. 13 syndicats refusent également d'apporter leur soutien au nouveau Premier ministre Nordin Bedoui. C'est l'un des cyclones les plus puissants de l'océan Indien depuis 10 ans. Idai s'est abattu sur le centre du Mozambique avant de poursuivre sa course au Zimbabwe voisin, emportant routes, écoles, maisons et même barrages. Pour le moment, les intempéries ont fait au moins 173 morts, mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Rita Saha pour le récit. Des routes détruites, complètement inondées, des maisons démolies. Ici à Beira, le chaos règne depuis plusieurs jours. Après le passage du cyclone Idai, la deuxième ville du Mozambique a presque été entièrement balayée de la carte. Au moins 84 personnes ont trouvé la mort dans ce pays d'Afrique de l'Est. Selon les autorités locales, le bilan pourrait s'alourdir. Le président mozambicain s'attendrait même à 1 millier de morts. Nous avons mis en place des moyens de sauvetage et demandé encore plus à nos amis. Nous avons du matériel de sauvetage, des volontaires, des médecins qui arrivent actuellement à Maputo. Quant à la question concernant les étrangers qui viennent ici, eh bien ils viennent parce qu'ils savent gérer ces situations et ne nous font pas payer pour leur aide. Plusieurs centaines de personnes sont encore portées disparues au Mozambique. Des milliers de maisons ont été emportées par des vents soufflant à près de 200 km/h. Une vingtaine d'hôpitaux ont été détruits, sans compter les dizaines de milliers d'habitants sinistrés dans la région. Des Mozambicains encore sous le choc plusieurs heures après la catastrophe. Les tôles en s'envolant ont décapité des gens, certains sont à l'hôpital, on est vraiment mal, on n'a pas de secours ici, on est mal, on mange mal, on dort mal, on n'a plus de maison. La menace la plus importante maintenant, ce sont les inondations parce qu'il pleut de plus en plus et que les niveaux des bassins augmentent. Situation catastrophique également à quelques centaines de kilomètres de là, au Zimbabwe, dans la région de Chimanimani, à la frontière avec le Mozambique. Au moins 89 personnes ont été tuées par ce violent cyclone. Un bilan qui risque encore de s'aggraver. De nouvelles intempéries sont d'ailleurs attendues dans cette zone de l'Afrique dans les heures à venir. Retour à l'actualité nationale avec cet entretien entre le chef du gouvernement, Saadil Etmani, et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Richard Sezi Bera, en visite dans le royaume, est à la tête d'une délégation de son pays pour prendre part aux travaux de la commission mixte bilatérale. Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué le partenariat bilatéral dans divers domaines, encadré par 23 conventions de coopération conclues lors de la visite royale au Rwanda en 2016, couvrant différents secteurs dont l'agriculture, le logement, la formation professionnelle, les services bancaires, la nouvelle technologie, le transport aérien, le tourisme et les énergies renouvelables. Ce partenariat sera consolidé par la signature de 12 nouvelles conventions de coopération lors des travaux de cette commission mixte. C'est un chantier plus que stratégique, celui de la régionalisation avancée, un modèle de gouvernance territoriale qui était au cœur d'une rencontre organisée à Tanger dans l'objectif d'échanger autour des enjeux du processus de décentralisation. Opérateurs économiques, élus, représentants de la société civile étaient réunis dans la perle du Détroit pour discuter de la régionalisation avancée en tant que modèle de démocratie participative et pilier du développement économique. Reportage d'Ermzina et Khalid Raïtou, le commentaire est de Hind Ben Abnoui. La gouvernance territoriale, c'est l'axe principal des travaux de cette rencontre axée sur la régionalisation avancée. Une conférence qui a connu la participation d'élus et d'opérateurs économiques publics et privés venus échanger sur les principales difficultés qui entravent le développement économique des régions dans le cadre de la décentralisation.
L'enjeu aujourd'hui est la mise en œuvre de la charte nationale de la déconcentration administrative. Cette rencontre vise également à écouter le point de vue de la société civile. La régionalisation avancée est aujourd'hui un véritable modèle de développement économique qui repose sur les principes de démocratie participative et qui vise à booster les dynamiques régionales. Cette conférence vise à développer des recommandations pour contribuer au succès de cette initiative marocaine et pourquoi pas l'exporter à l'étranger en tant que modèle dans la région. Un modèle dont l'application continue de connaître certaines difficultés et qui vise à terme à réduire les disparités territoriales au sein du royaume. Faire le bilan de l'activité notariale, améliorer la profession, produire des idées nouvelles et faire évoluer les textes. Marrakech abrite la première édition du congrès des notaires du Maroc qui réunit également des experts venus de tout le continent et d'Europe. Durant 3 jours, les participants vont échanger et débattre autour de thématiques qui intéressent les juristes des 2 continents, mais aussi des questions au cœur des préoccupations des citoyens. Reportage Izza Sharqi et Mohamed Chema. Moderniser la profession et investir dans des projets structurants tout en s'ouvrant à l'international. Tel est l'objectif principal de ce congrès inédit qui a réuni des notaires marocains et leurs homologues africains et européens. Une plateforme d'échange et de partage qui vise à produire des idées nouvelles et à faire évoluer le secteur notarial. Certains ateliers concerneront plusieurs secteurs, notamment économiques. D'autres se pencheront sur le droit des affaires ou encore la loi relative aux engagements et aux contrats. Ce congrès est l'occasion pour nous d'écouter les doléances des notaires relatives à la réforme de la profession, telle que la création d'un institut de formation au notariat moderne. Le numérique est lui aussi au cœur du débat de cette rencontre afin d'encourager la dématérialisation des procédures et moderniser ainsi le notariat marocain. L'un des principaux objectifs de ce congrès est la modernisation. Les conseils de l'ordre africain et européens, notamment français, se retrouvent à travers les points marquants de ces revendications, enfin de ces doléances, pour essayer de moderniser sous tous ces aspects le métier de notaire. Le notariat marocain est un notariat moderne et en Europe on est très content de collaborer avec eux parce qu'ils ont une bonne vision des choses. Alors ils travaillent beaucoup sur les questions de numérisation, d'actes électroniques qu'on connaît déjà en France et bien sûr qu'il y a une collaboration étroite qui s'instaure. À partir de la fin de ce mois de mars, toutes les formalités en lien avec l'Agence de la conservation foncière se feront en ligne. Une nouveauté qui vient s'ajouter à d'autres formalités digitalisées que les notaires effectuent déjà, notamment avec la Direction générale des impôts ou encore la Caisse de dépôt et de gestion. Place à présent à notre capsule quotidienne consacrée au métier de 2M. Je vous propose une immersion au sein de la salle technique centrale, un service où les techniciens et ingénieurs qui y travaillent sont chargés de réceptionner et stocker 24 heures sur 24 reportages et images envoyés par les bureaux régionaux de la chaîne et même depuis l'étranger, des programmes qui alimentent nos différents JT et programmes. Les équipes de l'ASTC sont à pied d'œuvre de jour comme de nuit, comme on va le voir dans ce reportage de Mohamed Isra, Youssef El Ghazi, le récit et de Rita Sah. Des dizaines d'écrans actifs 24 heures sur 24, d'énormes tours et des boutons par centaines. C'est ici, depuis cette salle technique centrale, que de nombreux reportages et autres programmes de la chaîne sont réceptionnés, numérisés, stockés et archivés au quotidien. Nous recevons des reportages des différents bureaux régionaux du royaume et aussi depuis l'étranger quand nos journalistes sont en mission, par exemple. Afin de répondre au mieux aux attentes des téléspectateurs et leur offrir des images de qualité, depuis plusieurs mois, la STC s'est dotée de nouveaux équipements de pointe, tout un réseau connecté avec les autres services de la chaîne qui fonctionnent de jour comme de nuit. Cette salle est un peu le cœur de la chaîne. Elle centralise tous les équipements techniques de la chaîne, qu'il s'agisse des studios, des régies de production, des mélangeurs, mixeurs ou encore des caméras.
Ici à la STC, le travail ne s'arrête jamais. Les techniciens et ingénieurs se relayent tour à tour et sont constamment sur le qui-vive pour approvisionner en images les émissions et différents rendez-vous de l'information. Nous terminons cette édition avec les journées culturelles algériennes qui se sont ouvertes hier soir au théâtre Mohamed VI à Oujda avec le concert du groupe Itran de la région d'Oum el-Bouari. Ces journées viennent clôturer en beauté une série de manifestations organisées dans le cadre de l'événement Oujda, capitale de la culture arabe 2018. Reportage Oussama Ofker et Younes Nasseri, le récit est de Samia Hels. C'est une troupe originaire de l'Est de l'Algérie qui a lancé hier soir les journées culturelles algériennes à Oujda. Le groupe Itran, fondé en 1992, a apporté un vent de jeunesse à la musique traditionnelle de la région d'Oum el-Bouari. Nous sommes ici avec cette troupe musicale qui représente le patrimoine culturel profond de l'Est algérien à travers des chansons chaouia modernisées. Ces journées culturelles sont aussi l'occasion de rappeler l'importance des échanges culturels entre les deux pays. La présence de la culture algérienne ne se résume pas à cet événement des journées de la culture arabe. La culture algérienne est très présente tout au long de l'année dans les festivals organisés par le ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que par d'autres entités ou encore par les universités marocaines. 1h30 de musique pour clôturer dans la bonne humeur le programme des journées de la culture arabe à Oujda. En un an, l'événement a présenté plus de 900 activités culturelles et artistiques auxquelles ont participé 22 pays arabes. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Une fusillade en plein centre des Pays-Bas. La thèse terroriste a été évoquée par la police néerlandaise qui a arrêté un homme d'origine turque en fin d'après-midi. Au moins 3 personnes ont été tuées et 5 autres blessées. La sécurité dans les aéroports et les bâtiments clés du pays a été renforcée. Les autorités ont annoncé que le niveau d'alerte de menaces terroristes était passé à 5 dans la région d'Utrecht, soit le niveau le plus élevé. Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments du gouvernement en hommage aux victimes et à leurs proches tout au long de la journée de demain. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.